Nous allons reprendre le cours des événements après une petite pause qui nous a permis... Alors, au départ, on a compris en fait finalement que c'est très compliqué de marcher. Ça, je ne savais pas en fait que mettre un pied devant l'autre, c'était aussi compliqué que cela. Mais d'ailleurs, la question que je me posais après l'image, je me demandais finalement si... une fois qu'on a écouté ça, je demande peut-être qu'on partira d'ici en se disant qu'on n'est peut-être pas très bien dans notre tête finalement. Donc au départ, je pensais que c'était pour nous guérir, mais en fait, je me pose la question, je ne sais plus marcher. Alors, mesdames, messieurs, nous allons maintenant voir un film de monsieur Olivier Enogo. Alors, qui est Olivier Enogo? C'est un touche-à-tout. Alors, c'est quelqu'un de très réservé, alors, avec un savoir-faire en fait multiple. Et surtout, ce qui est important, c'est au niveau professionnel, il a fait beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est quelqu'un... Justement, parce qu'il fait beaucoup de choses, il a d'ailleurs pris un pseudo, il a aussi été appelé Olivier Ambono. Alors, il a travaillé pour RFO, Le Monde Informatique, Le Point, Jeune Afrique, L'Intelligent, Khalifa, TV, TV5, Canal+, et récemment, il a été le rédacteur en chef de l'Afrique Active. Alors, il a aussi produit, c'est ça en fait qui est intéressant, il a produit plus de 18 documentaires. Il a pas mal travaillé sur les filières africaines de la prostitution, mais il a aussi écrit un livre célèbre qui est le livre Les filières africaines de la prostitution. Il nous propose... Où ça? Ah, bon, très bien. Alors, il nous propose un documentaire. Le documentaire, c'est... Alors, ça nous intéresse, hein, Blanchir une histoire pas claire. Donc, Blanchir une histoire pas claire, c'est extrait d'un film justement sur le blanchiment de Olivier Enogo. Se dépigmenter, c'est gommer ou c'est alléger l'impôt social que les gens de couleur payent. C'est donc favoriser des stratégies qui sont des stratégies de réussite professionnelle ou de réussite matrimoniale. Les parcours sont différents, les expériences sont différentes et les environnements sont différents. Moi, je suis noir de chez noir, j'ai la peau aussi noire, mais j'ai réussi à entrer dans une chaîne de télévision française. Depuis maintenant 6 ans que je fais des émissions sur Canal+ et iTélé. Vous voyez que pas besoin de se changer de peau. Mais si eux, ils pensent que l'explication, c'est une explication valable, je pense qu'ils se trompent. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y en a qui ont aujourd'hui des séquelles parce qu'ils ont utilisé des produits éclaircissants. Le principe en fait de la crème éclaircissante, c'est le trio Kligman, c'est l'hydroquinone, c'est corticoïdes et c'est vitamine A acide. C'est ce qu'un dermatologue utilise pour faire partir des taches cutanées. Pour ma crème de corps et visage et tout ça, j'étais dans l'ordre de 1200, 1100 euros. Par mois. Si aujourd'hui on arrête d'utiliser des produits blanchissants, est-ce que nos maris vont se dire il n'y a pas eu du prix? Est-ce qu'il n'y a pas eu mensonge? Et comme ils ne sont pas de la même culture que nous, est-ce que je vais encore leur plaire étant noir? Moi, un homme qui me dit écoute, t'es mignonne mais t'es trop foncée, je lui dis va te faire foutre. Au hasard des dossiers qu'on initie, finalement, vous voyez une petite batterie de tous les produits qu'on a pu saisir au hasard de nos pérégrinations. C'était Blanchir, une histoire pas claire de notre ami Olivier Enogo. Merci pour lui. Alors, nous avons vu ce matin, nous avons eu des philosophes, égyptologues, politologues, historiens, psychanalystes, sociologues. Alors, maintenant, on va passer maintenant à un autre domaine. Nous allons voir maintenant un docteur en pharmacie. Voilà, alors nous allons recevoir ici maintenant le professeur Denis Ousidjewe, qui est docteur en pharmacie, professeur, s'il vous plaît. Alors, je vais essayer en fait de dire ce qu'il fait, parce que c'est un peu compliqué pour moi. Alors, vous êtes professeur agrégé des universités, jusque-là tout va bien. Et, alors attention, vous dirigez l'équipe de nanoparticules et de vectorisation.
Vous voyez, je comprends tout. Alors attention, c'est pas fini. Votre thème de recherche, c'est la cyclodextérine et dérivés appliqués à la formulation, hydrophilisation, et vectorisation des... Vous voyez, non, vous voyez, je recommence. Cyclodextérine et dérivés appliqués à la formulation, hydrophilisation et vectorisation de substances bioactives. Vous voyez, ça c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Alors, ce qui est étonnant quand même, vous voyez, quand on vous voit, tout simple, on se dit, c'est lui qui a fait tout ça. Vous voyez, ça nous fait plaisir. Nous sommes très fiers de vous voir et pour nous, c'est un honneur de vous avoir ici. Vous allez nous parler de l'utilisation des produits cosmétiques, du changement de couleur, et on pose une question, correction ou imperfection. Le professeur Denis Oussi-Djewe. Merci. Merci pour cette présentation un peu tendancieuse, mais c'est pas grave. Je voulais commencer par remercier Princesse de m'avoir invité à participer à cette journée. C'est la première fois que je le fais. Donc, quand elle m'a appelé, je me suis dit, je vais y aller, parce que je sentais le truc et je crois que je ne me suis pas trompé. Gillette, toujours beaucoup d'idées, infatigable, capable de répondre à des mails à 2h du matin. C'est assez exceptionnel. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour la communauté. Donc, je suis très content d'être ici. Alors, est-ce que M. Edima est dans la salle? Je vérifie si je suis en harmonie avec moi-même avant de commencer. Bon, ok, je peux y aller. Bien, le petit film que vous avez vu là est une introduction parfaite pour illustrer un peu mon propos. On peut se poser la question, effectivement, aujourd'hui, est-ce qu'il faut changer radicalement de couleur de peau? La réponse est non. Est-ce qu'on peut améliorer sa peau pour la rendre uniforme? Pourquoi pas? Mais jusqu'où on peut aller? C'est un peu la question qu'il faut poser. Donc, pour répondre à cette question, quand même, il faut revenir à ce que les interlocuteurs du matin ont dit. Tous les philosophes, les historiens qui sont passés, en fait, pour ma part, ils ont traité le problème de fond. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire là, c'est de la chimie, c'est de la science. Et en réalité, la science, elle ne peut pas marcher sur un terrain qui mentalement n'est pas bon. Donc, c'est pour ça que je remercie toutes ces personnes qui ont parlé ce matin, qui m'ont appris beaucoup de choses. Excusez-moi pour mon niveau culturel très faible, mais j'ai appris beaucoup de choses ce matin sur l'histoire, c'est génial. Et peut-être qu'effectivement, avant de commencer à planter les décors scientifiques, il vaudrait mieux commencer par permettre aux gens d'être bien dans leur tête. Ensuite, on peut gérer les problèmes de science. Alors, donc, effectivement, ils ont dit ce matin que en fait, on a parlé beaucoup de cheveux ce matin, mais la peau, c'est pareil. C'est quand même l'interface entre l'individu et la société. Si on n'est pas bien dans sa peau, on commence à essayer de copier les canevas de la société et c'est là que tous les problèmes commencent. Donc, il n'y a pas que les Noirs qui veulent changer de peau. Faut pas. Il y a des gens qui bronzent au point de s'abîmer la peau aussi dans les populations caucasiennes. Donc, c'est pas quelque chose qui est typiquement à la couleur noire. Je crois que c'est l'être humain qui a envie d'avoir quelque chose qu'il considère comme étant idéal. Donc, ne pensons pas qu'on est les seuls à vouloir faire ça. Alors, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que il y aura un peu, ne vous inquiétez pas, c'est pas un cours de chimie ou de biologie. Simplement vous montrer des points importants. Je crois que on ne peut pas se mettre dans cette aventure quand on a compris que ce qu'on veut changer est quelque chose de très basique, de très fondamental. Ça va chercher trop loin. Donc, peut-être que l'éducation, après avoir formé les têtes, c'est également de former, on va dire, sur le plan de la connaissance, de dire aux gens que ce qu'on change superficiellement, apparemment, c'est provisoire et qu'il faudrait vraiment aller chercher très loin dans les couches de la peau et même parfois plus loin au niveau pour essayer de dire qu'on va changer radicalement les choses. Vous avez des exemples des stars qui ont essayé, vous avez vu comment ça s'est terminé.
Donc, il faut comprendre que la peau, la couleur de la peau, c'est une histoire de mélanine. Donc, comprendre d'où vient la mélanine, comment elle fait, comment elle arrive à donner une couleur à la peau, c'est tout le problème. Une fois qu'on a compris ça, on sait jusqu'à quel point on peut aller. Donc, dans la peau, vous avez deux types de cellules qui vont nous intéresser pour la couleur de la peau. C'est tout en bas, je suis désolé, j'ai pas de pointeur. C'est au niveau donc de la couche de la peau supérieure, vous avez les mélanocytes et les kératinocytes. Et donc, ces deux cellules, c'est là que va se passer le processus de la coloration de la peau. Alors, comment ça se passe? Simplement, il faut comprendre que on va synthétiser chez l'homme blanc caucasien ou chez le type négroïde, on va fabriquer de la mélanine. Déjà, la nature a fait des choses. C'est qu'il y a deux types de mélanine qui vont être fabriqués par les mélanocytes. Il y a ce qu'on appelle les phaeomélanines et les eumélanines. Et on verra tout à l'heure que dans la peau blanche et noire, ce n'est pas les mêmes proportions. Donc il y a déjà un problème là. Si vous voulez changer de peau, changez de mélanine. Donc vous voyez déjà, ça permet de comprendre que ce n'est pas une affaire très simple. Donc cette mélanine, elle est synthétisée à partir de la tyrosine avec une cascade de réactions. Là, je n'ai pas voulu vous mettre des formules chimiques, mais ce n'est pas grave. Vous voyez que c'est un processus déjà physiologique qui est bien tracé, qui est clair, qui est concret. Donc on ne peut pas, si vous voulez changer quelque chose dedans, il faut se lever tôt. Donc ça, c'est la première chose. Donc déjà, deux types de mélanine en fonction de la peau. Alors, donc ces deux types de mélanine, déjà, ont des couleurs un peu différentes. Le mélanine, c'est un pigment qui est plutôt marron ou noir. L'autre est jaune, brun ou rouge. Donc, on a déjà, sur le plan physiologique, des choses qui sont différentes. Donc, ce qui va se passer, c'est que cette mélanine va être donc synthétisée tout en bas, et donc les mélanocytes vont monter petit à petit et vont se retrouver au niveau donc des kératinocytes et vont libérer la mélanine au niveau des kératinocytes. D'accord? Donc ça c'est un peu la démarche. Et donc cette migration-là, on peut la bloquer, on peut la différer, mais voilà à peu près les actions sur lesquelles on va jouer souvent pour essayer de changer la couleur de la peau. Donc la pigmentation cutanée est quelque chose de génétique. D'accord? Donc si vous voulez changer, faites de la thérapie génique, qui est très compliquée. Donc voilà. Donc là au moins on est d'accord sur quelque chose. On ne peut pas. C'est quelque chose qui va se faire facilement. Donc je vous ai mis un tableau là pour vous résumer un tout petit peu déjà au niveau donc des carnations. On appelle ça comme ça en termes scientifiques. On voit très bien déjà que les deux peaux ont des différences qui sont notoires. D'accord? Donc, chez les noirs, ça sera beaucoup, les peaux noires, ça sera donc le mélanine, alors que sur les peaux caucasiennes, on aura surtout de la phéomélanine. On voit aussi que le taux de mélanisation est nettement supérieur dans les peaux dites ethniques que dans les peaux caucasiennes. La taille des mélanosomes est plus importante chez les populations ethniques, 800 nanomètres, par rapport aux populations blanches, presque le double. Et cet enzyme-là, qui s'appelle la tyrosinase, qui est seul qui va faciliter la fabrication de la mélanine, elle est moins désactivée dans la peau noire que dans la peau blanche. Donc naturellement, déjà, les peaux caucasiennes vont sécréter moins de mélanine. Et cette mélanine va migrer donc au niveau des kératinocytes et on se rend compte que dans la peau noire, elle va migrer le plus haut possible dans la peau. Et donc, ça veut dire que, et ça c'est très important, c'est que la peau noire va être très sensible à l'hyperpigmentation parce que les mélanines sont très très à fleur de peau au niveau donc, des cellules. Alors que chez les populations caucasiennes, ça arrive jusqu'à la couche de Malpighi. On voit également que la mélanine se dégrade moins rapidement dans la peau noire que dans la peau et dans les peaux caucasiennes. Donc vous voyez déjà que tout ceci montre que la nature a fait les choses de cette manière-là. Donc essayer de contourner, de controverser, de casser ce système-là, il faut beaucoup de manœuvres.
Une autre chose qui est encore un peu intéressante, et d'autres l'ont dit ce matin, c'est le nombre de tonalités de peau noire. Il y a un ouvrage qui montre un peu les peaux noires. C'est 36 tonalités. Vous vous rendez compte déjà est-ce qu'on peut appliquer le même traitement pour les 36 tonalités? Qu'est-ce qu'on recherche? Donc, c'est des choses fondamentales qu'il faut se mettre en tête en disant on est différent physiologiquement, fondamentalement. Qu'est-ce qu'on peut changer et pourquoi changer? Donc, voilà un tableau qui peut être intéressant à méditer. Alors, donc, la question, une fois qu'on a vu ça, on s'est dit, bon, réellement, si on veut changer fondamentalement et durablement la peau, c'est mission quasi impossible. Si on y va au forceps en faisant tout, on va vers des ravages. Et donc, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, donc avec les traitements que vous connaissez. Donc, toujours pour expliquer, on va dire de manière scientifique, bassement scientifique, c'est les produits qu'on va voir tout à l'heure, qui ont été un tout petit peu cités dans le petit film qu'on a vu, vont agir à certains niveaux. Et on voit que la tyrosine, qui est dans l'acide aminé qui démarre la réaction, on peut agir à ce niveau-là. La tyrogénase, ma flèche est un peu descendue, mais elle devait être au niveau de l'enzyme. On peut jouer là-dessus. Et parfois, certains analogues de l'hydroquinone, justement, qui s'appelle la déproquinone, je crois, qui est également un endroit où on pourra jouer. Donc, toutes ces choses-là, on sait où ça agit et on verra que, en fonction de comment ça agit, on aura des dégâts importants. Donc, aujourd'hui, je vous ai pris les 4 produits qui sont les plus utilisés et qui ont été dits dans le film, qui sont pour moi les produits les plus dangereux et qui entraînent des désagréments donc au niveau des ravages au niveau cutané. Les sels de mercure sont alors complètement interdits aujourd'hui en Europe, sauf dans certaines pommades où il y a des taux très très faibles pour traiter des hyperpigmentations très locales. C'est pratiquement interdit. Donc très toxique, intoxication au mercure, c'est connu. Les éthers d'hydroquinone ont précédé l'hydroquinone. Donc ça, c'est un produit également qui est... alors il marche très vite, hein. En quelques temps, vous avez des transformations importantes. Donc, c'est à cause de ça qu'on a vite abandonné les problèmes de cancer cutané. Et donc, on est passé à un produit qui aujourd'hui... Alors, ces produits sont pratiquement, on va dire, pratiquement interdits en Europe, en France. Donc, on est passé à un produit qui, aujourd'hui, est dans une espèce de, on va dire, de flou artistique qui permet encore de faire des choses très importantes. Donc, c'est l'hydroquinone. L'hydroquinone, aujourd'hui, on va dire son statut est relativement, on va dire, clair pour beaucoup de pays. Même la Chine, qui n'est peut-être pas le pays le plus simple à gérer, a quand même interdit l'hydroquinone dans les préparations cosmétiques. L'Europe, la Suisse, bien entendu. Donc c'est un produit aujourd'hui qui est utilisé dans la fameuse formule de Klinkmann, avec des pourcentages qui sont ceux qu'on voit ici, mais en réalité, parfois les gens qui préparent ça dans les cuisines augmentent allègrement les pourcentages avec des conséquences qui sont désastreuses. D'ailleurs, ces produits-là, déjà, sur le plan galénique, pour ceux qui les connaissent, ne sont pas du tout stables. C'est-à-dire que, heureusement d'ailleurs, parce que s'ils étaient tous stables, les ravages seraient beaucoup plus grands. Par contre, les produits de dégradation qui peuvent venir là peuvent être dangereux. Donc, en plus de s'abîmer la peau, on peut avoir au niveau de l'absorption de produits de dégradation qui sont encore peut-être beaucoup plus toxiques que les produits eux-mêmes. Donc, tout ceci pour vous dire qu'effectivement, après les dermocorticoïdes, là encore, c'est des produits qui sont complètement détournés, avec des conséquences désastreuses sur le plan de l'hyperpigmentation, des difficultés de cicatrisation. C'est vraiment qui parfois ça masque le diabète. Il y a tellement de conséquences d'utiliser les dermocorticoïdes pour ce qu'on ne doit pas utiliser que il vaut mieux être au courant, plus ou moins être sensibilisé sur ces produits-là. Et l'acide rétinoïque qui fait donc partie du trio également, qui heureusement est très instable dans les préparations qui sont vendues. À mon avis, au bout de 24 heures, il n'y a plus d'acide rétinoïque. Hein. C'est sensible à la lumière, c'est sensible à l'hydrolyse. Ça se dégrade très vite.
mais par contre, les produits de dégradation peuvent être dangereux. Donc, ces 4 produits-là, aujourd'hui, pour moi, devraient être complètement proscrits de toutes les préparations cosmétiques. Pourquoi? Parce que si on arrive à soit diminuer les pourcentages, ce n'est pas sûr que l'utilisateur respectera un certain nombre de niveaux d'application qui fait qu'on ne va pas aller vers des problèmes plus graves. Donc, je vous passe le choc des photos, hein, vous en avez vu d'autres. Quand on les regarde, je pense qu'il y a des sites qui montrent, je pense que ça fait fraude. Et peut-être qu'il vaudrait mieux, le plus souvent, peut-être dans les écoles, pour la pédagogie, peut-être montrer aux gens les conséquences, on va dire, visibles, parce qu'après, il y a d'autres conséquences qui ne sont pas visibles. Un cancer n'est pas visible à l'œil nu, hein, on a les conséquences après. Par contre, ce type de peau-là, le retour en arrière est très, très difficile. Là, je crois que c'est terminé, on ne peut pas réparer. Donc, je crois que la conclusion de cette partie, c'est de dire vraiment, il vaut mieux éduquer les gens le plus possible, éduquer les utilisateurs sans toutefois on va dire, sans les mettre à l'index. Éduquer les gens, c'est mieux. Commencer par les éduquer dans leur tête pour qu'ils acceptent ce pourquoi ils sont, et puis leur montrer aussi de manière scientifique, simple, les conséquences de ce qu'ils veulent faire, parce que c'est très compliqué. On veut changer la physiologie du corps, et donc c'est très compliqué. Donc c'est des batailles qui sont pratiquement perdues d'avance. Donc voilà ce que je voulais vous dire à ce niveau-là. Et pour autant, quand même, c'est légitime de corriger les imperfections. Je veux dire que si on peut le faire, pourquoi pas. Donc le problème qui se pose, c'est quel type d'imperfection on peut corriger, jusqu'à quel niveau. Et quand on va regarder ces imperfections, elles sont très diverses. Elles peuvent être naturelles. À ce moment-là, ça relève de la génétique. Elles peuvent être séquelaires dues à un traitement mauvais ou à une blessure. Peu importe, c'est-à-dire qu'il y a tellement de variabilité que vouloir réparer ce qu'on appelle les dyschromies en utilisant des méthodes drastiques, c'est pas une bonne chose. Donc, alors ça, ce problème, on ne pourrait pas le traiter aujourd'hui parce que il faudrait des heures. Et en fait, on va se rendre compte que c'est un problème qui va concerner pas une personne. Il faut le dermatologue, il faut le psychologue, il faut le médecin, il faut le cosmétologue, il faut l'esthéticien. Donc c'est un problème qui doit se traiter avec une équipe et pas seulement une personne qui va vous donner une potion magique en vous disant ça va marcher. Donc on n'aura pas le temps de traiter ça ici. Pour autant, quand même, j'ai envie de dire que, et c'est ça pour revenir à la peau noire, ces dyschromies en général, ce sont des hyperpigmentations. Malheureusement, on a beaucoup de mélanine. Donc dès qu'on commence à vouloir traiter une hyperpigmentation, on la traite jusqu'à un certain point, ça marche, et puis peu après, on passe au stade inverse, c'est-à-dire que le fait d'avoir traité une hyperpigmentation peut régénérer une hyperpigmentation. C'est pour ça que j'ai dit jusqu'à quel niveau il faut aller, et parfois quand on repasse à l'hypopigmentation, c'est un autre problème. Donc on est vraiment embêté, et c'est pour ça qu'il faut bien regarder, bien réfléchir, pas tout seul dans son coin, pas avec des apprentis sorciers, pour dire est-ce que cette imperfection que je considère comme handicapante pour moi, est-ce que je peux la corriger, jusqu'où je peux la corriger. Donc se poser la question avant, discuter, avant de se mettre dans une espèce de parcours de combattant qui en général donne des résultats qui sont plutôt désastreux. Alors, donc du coup, là c'était un clin d'œil quand même pour vous dire que on a cité les 4 produits tout à l'heure qui sont les plus dangereux. Mais le problème, c'est que le marché est envahi par de nombreux produits qui viennent de partout, d'Asie, d'Amérique, de France aussi d'ailleurs, pourquoi pas. Et donc la question, c'est de dire, tous ces produits-là répondent à quelle réglementation? Qui les a fabriqués? Qui est responsable des méfaits qui peuvent arriver? Donc quelque part, il faudrait effectivement commencer à se poser la question de savoir, est-ce qu'on ouvre un marché sur des produits dont on ne connaît ni la composition, ni la formule qualitative et quantitative, ni les produits qui sont
qui forment le produit. Donc tout ça, c'est les questions qu'il faut se poser. Et donc, il faut prendre un tout petit peu, on va dire, la voie de ce qui est fait par les pays qui soulèvent ces problèmes. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des exemples, en tout cas pour les pays européens, qui montrent que les produits cosmétiques ne sont plus anodins. Avant, on demandait simplement une petite autorisation. Aujourd'hui, les produits cosmétiques doivent passer par l'APSAF, l'ancienne APSAF qui s'appelle maintenant ANSM. Donc il y a des gens qui regardent les formules, et donc là il y a une réglementation qui est relativement bien au point, voilà, ne lisez pas tout, c'est pas la peine. C'était juste pour vous dire que un produit cosmétique qui arrive aujourd'hui sur le marché européen a subi un certain nombre de passages, de tests en termes de qu'est-ce qu'il y a dedans, est-ce qu'il y a des conservateurs, quelle quantité, est-ce qu'il y a des colorants, est-ce qu'il y a des allergisants, est-ce qu'il y a des produits cancérigènes. Donc tout ça, c'est quand même passé en revue avant que le produit arrive sur le marché. Donc c'est quand même important. Si les gens l'ont fait, c'est qu'il y a des études qui montrent qu'il y a eu des conséquences importantes. Et un cancer, ça ne se voit pas 2 jours après, hein, c'est après un certain nombre de temps. Donc ce sont des choses qui ont été constatées et qui font qu'aujourd'hui, effectivement, faire un produit cosmétique, qui soit simplement pour le blanchiment ou autre chose, ou pour traiter des dyschromies, sont regardés de manière assez pointue. Et c'est là que c'est intéressant de voir ce que, par exemple, Princesse fabrique, quelles sont les précautions qu'elle a prises pour essayer de faire un produit qui n'entraîne pas chez l'utilisateur des désagréments qui sont pas attendus. Donc, on a parlé tout à l'heure des gens qui voudraient monter une entreprise. Tout ça, c'est bien, mais je pense qu'avant d'y aller, pensez à l'éthique de ce que vous voulez faire. Pensez à l'éthique, que vous allez donner vos produits à des utilisateurs et essayez de voir comment les autres ont fait pour essayer de garantir un minimum sur la sécurité d'emploi de leurs produits. Et donc, c'est comme ça qu'on va construire petit à petit. Et je suis absolument persuadé que les cosmétiques des peaux ethniques seront faites par les gens qui les utilisent. C'est pour ça que les Américains nous envahissent avec des produits dont on ne connaît jamais la composition. Donc tout ça, c'est important de sensibiliser les futurs opérateurs économiques que faire un produit, ce n'est pas uniquement de faire sa cuisine, mais il faut faire une cuisine qui soit agréable et donc digeste par les personnes qui vont les utiliser. Et donc, là aussi, un point important pour montrer que quand on commence à vous donner un produit et que vous commencez à regarder l'étiquetage, ce qui est marqué sur la boîte ou le packaging, quand vous ne lisez rien qui vous dise quelque chose, c'est qu'il y a un problème. Donc, c'est quoi la composition, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans, qui a fabriqué à quel moment, où c'est fabriqué, c'est quoi la formule chimique. Donc, c'est important quand même que les utilisateurs ne se contentent pas d'acheter un tube, de se tartiner avec, mais un minimum. Parce que d'ailleurs, il a été montré dans les enquêtes qu'il n'y a pas que les personnes, on va dire, de niveau lettré les plus bas qui utilisent ces produits-là. C'est utilisé par des gens qui ont 25 ans, qui ont fait des études, qui ont des diplômes. Donc quand on a des diplômes, quand on sait lire, le minimum, c'est de dire ce produit-là, qu'est-ce qu'il y a dedans ? De lire qui l'a fabriqué, où et comment on l'utilise. Si j'ouvre le flacon, est-ce que je peux le garder pendant 10 jours ? Est-ce que je peux le garder pendant un mois ? Donc tout ça, ce sont des petites choses qui font que l'éducation est importante. Une fois qu'on a formé les têtes, il faut aussi former les gens à comprendre ce qu'ils utilisent. Et donc c'est pour ça que l'étiquetage également, c'est un point important. Donc question à méditer, il y a vraiment tous ces produits qui arrivent un peu de partout là. Est-ce qu'on peut les utiliser comme ça, tranquillement, sans faire attention aux conséquences ? Donc, je voulais remercier un peu mes collègues à la fac de pharmacie qui travaillent avec moi dans ce domaine-là. On a fait un certain nombre de thèses sur les produits cosmétiques, sur les conservateurs, sur les produits de blanchiment. Donc, on a une documentation relativement importante là-dessus. Et puis également, il y a des ouvrages qui sont très très bien, qu'il faut regarder, qui informent. Donc, je crois que
faut pas mourir ignorant, il faut s'informer de ce qu'on utilise, même si j'ai bien entendu par-ci et par-là que c'est des passages obligés pour avoir un job, c'est des passages obligés. Donc je pense que sacrifier sa santé pour un job, je ne sais pas si ça vaut la peine parce que, en fin de compte, le job, vous le laissez et vous disparaissez. Donc voilà ce que je voulais vous dire rapidement, sans trop vous embêter avec des formules chimiques ou autre chose, simplement pour me résumer, on a bien compris que changer fondamentalement sa peau, c'est impossible. Corriger les imperfections, pourquoi pas, mais quel type d'imperfection et jusqu'à quel niveau? Utiliser tous les produits qui vous tombent sous la main sans connaître la provenance ni la composition, ça peut être dangereux. Voilà un peu, je voudrais remercier donc tout le monde. Merci pour votre attention. Professeur, vous nous avez entraîné, nous avez fait comprendre vos démarches avec votre posture épistémologique. Vous avez simplifié des choses très complexes pour nous. On a même pu suivre ce que vous disiez. Vous nous apprenez simplement qu'il n'y a pas une peau noire, mais qu'il y a des peaux noires. Vous nous apprenez en fait qu'il y a 36 tonalités au niveau des peaux noires. Vous nous apprenez en fait qu'il y a une lecture non plus dichotomique des peaux entre la peau noire et la peau blanche, mais plutôt un continuum entre la peau noire et la peau caucasienne. Vous nous apprenez en fait le rôle de la science et du pouvoir public, finalement, dans la protection des citoyens, le rôle de la réglementation. Vous nous apprenez en fait ici le rôle de la responsabilité, de l'exemplarité, de l'éducation, qui fait finalement que les consommateurs deviennent des consommateurs de leur santé, et aussi la responsabilité, l'exemplarité, l'éducation chez les producteurs. En fait, vous faites le lien avec l'économie. Vous insistez quand même sur la rationalité limitée de l'individu qui permet de comprendre les informations diffusées. Surtout, vous nous invitez à l'éthique. Merci, professeur.